Hi everybody, this is Gabrielle Bastien for Regeneration International, and we are at the Global Symposium on Soil Organic Carbon at the UNFAO headquarters in Rome. And so we're here today with Yassine Badiane Ndour, who gave a presentation yesterday about the link between agroecological practices that sequester soil organic carbon and the link between that and food security. So that was, Yassine is from Senegal, but this was specifically about Sub-Saharan Africa. And so I will switch to French now. Alors, Yassine, nous serions curieux d'en entendre un peu plus sur les points principaux que vous avez soulevés durant votre présentation hier par rapport aux pratiques écologiques, justement, et le lien avec la sécurité alimentaire. Merci, Gabriella. En fait, le lien entre la séquestration du carbone ou bien l'augmentation du stockage du carbone dans les sols et la sécurité alimentaire que j'ai abordé hier fait référence surtout au rôle que peut jouer le carbone, le stockage du carbone dans les sols au niveau de l'Afrique subsaharienne, qui sont souvent des sols pauvres en matière organique, donc moins fertiles, qui sont aussi des sols qui ont une très grande dégradation. On a vu qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, au moins 15 pays, quand on a montré le niveau de dégradation, perdent à peu près 60 kg de NPK par an. Et ça, c'est énorme. Et à cela s'ajoute également la dégradation liée à l'érosion hydriques, l'érosion éolienne, donc au niveau de ces pays-là. Et le stockage de carbone a des effets bénéfiques sur la fertilité des sols, en améliorant donc le carbone des sols, la structure, et en améliorant la structure, on réduit l'impact de l'érosion, mais également en améliorant la capacité de rétention en eau des sols, surtout dans ces zones tropicaux où l'évapotranspiration est très élevée. Donc quand on améliore la capacité de rétention, on améliore l'alimentation hydrique de la plante. Et en même temps, on améliore la disponibilité en nutriments, en N, en P de la plante. Donc, même quand vous utilisez de la matière organique, ça permet de réduire de réduire l'utilisation de l'engrais, donc d'augmenter l'efficience de l'utilisation des éléments minéraux pour la plante. Et quand on augmente tous ces paramètres-là, on augmente la productivité, donc on accroît les rendements agricoles pour la sécurité alimentaire. C'était un peu ça, ma présentation hier, mais j'ai parlé également du fait qu'il y a des effets positifs, mais le problème de l'adoption des pratiques au niveau de la zone de l'Afrique subsaharienne, c'est d'arriver à la mise à l'échelle de ces pratiques, à faire adopter ces pratiques par les petits agriculteurs. Okay. Parce qu'au niveau de cette zone, c'est l'agriculture familiale qui domine. Donc c'est des petits agriculteurs qui n'ont pas de technicité, donc qui n'ont pas cette éducation et qui n'ont pas de main-d'œuvre. On voit que maintenant tous les jeunes migrent vers la ville. Vous avez regardé dans mes premiers diapos, j'ai montré d'ici 2050 les projections qui montrent que la moitié des gens de l'Afrique subsaharienne vont vivre en ville. Donc ce qui fait qu'il y aura un problème de main-d'œuvre, il y aura un problème de disponibilité des terres parce qu'on a une forte dégradation des terres, et à cela s'ajoutent également les problématiques du changement climatique qui prouvent que dans ces zones, on risque d'avoir beaucoup de variabilité. Donc si on n'essaye pas de renverser la tendance, ça va impacter négativement sur la sécurité alimentaire et même sur le niveau donc, de vie des populations dans ces zones-là. Et j'ai parlé d'une chose, si on veut vraiment que ces pratiques soient adoptées à grande échelle, il faut qu'on tienne compte des caractéristiques des producteurs de la zone subsaharienne. Et essayer de voir comment payer les services écosystémiques pour qu'un producteur qui adopte ces bonnes pratiques puisse avoir quelque chose, pas monnayé, mais au moins comment voir quelle incitation mettre derrière pour les producteurs qui vont adopter les pratiques agroécologiques. Absolument, ce sont des gros défis et c'est ça, on ose espérer que justement en faisant des pratiques régénératrices des sols et en augmentant la sécurité alimentaire, il y aurait un moins gros problème d'exode, on espère. Mais justement, je suis curieuse d'entendre, donc selon votre expérience, selon votre expertise, c'était
dans quel cas est-ce qu'il y avait plus de succès à justement implanter ces pratiques agroécologiques? Donc, quelles sont les conditions qui font en sorte que ces agriculteurs-là vont adopter? Donc, est-ce qu'il y avait des incitatifs dans ces cas-là ou il n'y en avait pas nécessairement? Il y en a qui ont marché, il n'y avait pas encore des incitations, mais c'est parce que j'ai donné 2 exemples. Un exemple, c'est au Burkina, où les gens adoptent les arbres de karité dans leurs champs parce qu'il y a un marché derrière. Parce qu'en adoptant ces arbres et en faisant de l'agroforesterie, ça leur permet de produire et de vendre les produits, les sous-produits de l'arbre. Donc, pour l'agroforesterie, il faut qu'on essaye d'introduire des espèces ou bien des spéculations où il y a un marché derrière. Donc, voilà. S'il n'y a pas de plus-value économique derrière, donc les producteurs sont comme nous. L'agriculture, c'est leur travail. Ils essayent de gagner leur vie et de nourrir leur famille à partir de l'agriculture. Donc, si à court terme, ils ne voient pas d'impact positif des pratiques qu'on leur amène, même s'ils savent que ces pratiques sont de bonnes pratiques, ils n'ont pas le choix. Ils doivent se nourrir là et répondre à leurs besoins. Donc, il faut à court terme compenser ces pertes. Ouais. Le temps que les gens adoptent ces pratiques-là. Et dès qu'ils voient, le producteur a besoin de voir. Donc, dès qu'il voit l'impact positif, il peut adopter la pratique. Et ça, c'est un grand défi. Et ce défi, pour le relever, il faut non seulement nous, scientifiques, producteurs, société civile, que les ONG, mais également les politiques nationaux et locaux puissent avoir le même langage et communiquer entre nous pour trouver une solution durable. Absolument. Et selon vos études, quelles étaient les pratiques agroécologiques en tant que telles qui avaient le plus de succès à séquestrer le carbone dans le sol et assurer la sécurité alimentaire? Bon, pour le cas de l'Afrique, en tout cas sur le plan scientifique, les pratiques qui séquestrent plus le carbone, c'est les pratiques où on introduit l'arbre, c'est les pratiques agroforestières, parce que nous avons des sols sableux et c'est là où il y a la possibilité d'avoir, c'est les racines au niveau du sol qui permettent d'améliorer. Maintenant, il y a d'autres pratiques de compostage, d'utilisation des plantes de couverture. Donc, qui peuvent, j'ai montré la pratique de Zaï, qui est une pratique traditionnelle où les paysans apportent localement la matière organique et ils laissent un trou qui permet de recueillir un peu d'eau. Donc, ça, c'est des pratiques locaux. Donc, j'ai dit aussi qu'il faut tenir compte des connaissances locales pour voir comment les associer avec nos connaissances. Parce que les paysans ont toujours des pratiques qu'ils faisaient dans le temps et qui sont très importantes parce que ces pratiques locales permettent non seulement d'adapter, elles sont très adaptées au niveau local et permettent également d'avoir des rendements. Maintenant, il faut voir comment les améliorer et les mettre à l'échelle. Et un autre point dont j'ai parlé qui était important, c'est qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, il faut qu'on associe les pratiques de gestion des sols et les pratiques de conservation et de gestion des eaux. Parce que même si on apporte le carbone dans le sol, si on n'a pas de l'eau, c'est difficile de produire. Et quand on ne produit pas de la biomasse, on ne peut pas recycler la matière organique. Et un autre point, c'est voir les synergies. Parce que le producteur, il produit, il utilise les résidus pour nourrir son bétail. Donc, s'il n'y a pas de synergie entre les actions, souvent, il ne se retrouve pas sur ce qu'on lui propose. Absolument, ce sont des systèmes complets, il faut les considérer de façon holistique. Donc, holistique et intégrée. Holistique et intégrée, absolument. Absolument. Donc, Yacine Badiane Dour, merci beaucoup pour ce témoignage. Thank Merci you very much for this. So this was Gabrielle Bastien for Regeneration International at the Global Symposium on Soil Organic Carbon. Thank you.